Alors, monsieur, heureux de vous retrouver dans l'émission Le Cercle des journalistes sur la radio-télévision Delta Santé. Aujourd'hui, c'est le mercredi 15 janvier 2020. C'est le deuxième numéro de l'émission Le Cercle des journalistes de l'an 2020. Alors, nous avons pour l'instant Justin Anani autour de la table. Bonsoir, Justin Anani. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Ça marche. Voilà, Marcel, bonsoir, chers invités, et bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Voilà, en attendant que Ernest Khodanou Saï et Yves Akusson nous rejoignent, nous avons en studio également un invité. Il nous vient de l'Union des forces du changement UFC, le parti de la couleur jaune. Il nous vient de la fédération LAC. Il s'appelle Monsieur Jean Yao Douadji. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Tony Marcel. Voilà, vous êtes notre invité cet après-midi. Vous êtes venu pour nous parler de la position de l'Union des forces de changement. Mais avant, mesdames et messieurs, un aperçu de notre sommaire. On va parler de l'écho de nos communes. Voilà, Yves Akusson est là. Il va nous parler un peu de ce périple qu'a organisé le maire de la commune Lac 1, Maître Akere-Bourou. C'était le 10 janvier dernier. Et pour aller voir comment les frères béninois fêtent la fête du vaudou. Et en plus, ces activités-là qui rentrent dans le cadre des activités de la commune Lac 1. On va d'abord souhaiter la bienvenue à Yves Akusson. Bonsoir Yves. Bonsoir Tony, bonsoir auditeurs, auditrices de la radio-télévision Delta Santé. Voilà. Allez, on va également dans cette émission parler de comment expliquer cette conjoncture financière. Je ne sais pas si vous l'observez, une sorte de psychose électorale qui s'empare de la population. On a un semblant de tristesse qui se lit dans le visage des Togolais. Personne ne veut sortir de l'argent. Alors, est-ce qu'on peut sortir nos confrères, nos populations de ce stress à travers cette émission? On va faire l'effort d'être pédagogue et psychologue cet après-midi. Et puis nous allons parler bien évidemment de la présidentielle du 22 février. 9 candidats finalement, Fort et Sosina Nyasingbe en pleine pré-campagne en ce moment. Et Gabriel Kodjo-Agbeyome également, qui voit beaucoup de ralliements autour de lui. Nous allons en parler dans cette émission finalement. Quelle stratégie pour obtenir l'alternance politique au Togo? L'ANC de son côté, Jean-Pierre Fabre rencontre des fédérations de base de Lomé et d'Aguenivé. La CENI en mode porte ouverte pendant qu'elle organise le processus électoral et la présidentielle de 2020. Elle est attendue en tout cas à l'épreuve de la transparence autour de cette joute électorale. L'Union des forces de changement prolonge le suspense toujours évasive sur les consignes de vote. Gilles Christ Olympio ne se décide toujours pas pendant que le NET demande à tous ses militants de voter le candidat de l'opposition de son choix. Nous allons également parler du professeur David Dosset et de Maître Ajavon Atazeus, que vous connaissez très bien, qui donne le ton à la nouvelle manifestation. Ils disent ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on doit accepter l'inacceptable. Donc, ils veulent tout simplement reprendre les mouvements de rue. Les mouvements populaires. Sécurité, on va parler de mort à Tchakpalakopé, c'est dans la préfecture d'Anié. C'est suite à des tirs de sommation des gendarmes après un incident qui est né entre un peul sédentaire et un paysan. Eh bien, autour de ce paysan, la population s'est rassemblée rapidement pour aller en découdre avec le peul qui est allé avec ses bœufs dans un champ et ont tout ravagé. Donc, sommet également de Pau en France, entre la France et le G5 Sahel. Emmanuel Macron, le président français, qui accuse la Russie d'être un allié des djihadistes au Sahel pour son intérêt personnel. La CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, prône les libertés publiques en période électorale. Eh bien, elle a sensibilisé les populations d'Anéro ce mardi. Nous allons en parler avec Maître Sanvi dans cette émission. Cabinet Delta organise une grande campagne de consultation ophtalmologique à Lomé au quartier Bossimé. Un ophtalmologue français réputé sera là pour des consultations. Seulement 5 000 francs seulement, vous faites consulter par cet expert venu de la France. Et puis nous aurons des explications avec une technicienne à la matière. Voilà donc les grandes lignes, mais bien évidemment, il y a d'autres sujets intermédiaires que nous allons aborder dans cette émission, comme par exemple la mort de Sylvanus Olympio il y a 50
de 7 ans, vous vous rappelez? Et les incendies des marchés de Kara et de Lomé, où en sont les enquêtes, beaucoup promettent de reconstruire ce marché. Autant de sujets que nous allons aborder très rapidement dans cette émission. On va démarrer le cercle des journalistes par ma présentation également, Tony Marcel. Le technicien, c'est comme Christophe. En attendant que notre confrère Ernest Khodanousaï nous rejoigne. Parlons d'abord de la CNDH. La Commission nationale des droits de l'homme, comme je le disais, a prôné et continue de prôner à travers une vaste campagne nationale. Pendant qu'ils étaient à Néro, d'autres étaient à Dapon, etc., etc. Eh bien, c'est toute la Commission CNDH qui s'est déployée sur le pays et cette campagne dure du 12 janvier au 19 janvier. Hier, c'était le tour d'Anéro où Maître Sanvi Ouini a conduit la délégation d'Anéro et les membres de la CNDH. Il nous parle des libertés publiques en période électorale. On l'écoute. La Commission nationale des droits de l'homme a pour mission classique la promotion et la protection des droits de l'homme. Alors, il se fait que le pays amorce un virage important qui est l'élection présidentielle du 22 février 2020. Alors, le processus électoral donne souvent des occasions de violation des droits de l'homme. En tant qu'institution des droits de l'homme, la CNDH n'intervient pas directement dans l'organisation des élections, mais elle est préoccupée par le respect des droits de l'homme. Elle est préoccupée par l'exercice des libertés publiques pendant cette période-là. Il y a des droits fondamentaux, des libertés publiques que tous les citoyens ont. Donc nous avons rappelé ces libertés-là, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'opinion et d'expression, le droit de vote et toutes ces libertés-là. Comment est-ce qu'il faut les exercer en période électorale qui est une période particulière, qui a des règles particulières. Vous savez, il y a le code électoral qui règle un certain nombre de choses. Par exemple, nous avons des règles normales en matière de manifestation en période normale, mais le code électoral prévoit aussi des dispositions spéciales pour les manifestations en période électorale. Donc, il était important pour nous de faire le tour de ces dispositions-là, d'échanger avec les représentants de la population pour les inciter à la compréhension, à œuvrer pour la paix. Comme on le dit, il y a une vie après les élections. Nous sommes et nous demeurons des frères. Après les élections, on se retrouvera. Donc que chacun agisse avec responsabilité et tolérance pour qu'après le pays soit pacifié et qu'on continue par circuler librement. Donc voilà l'essentiel du message que nous avons donné ce matin aux populations des lacs. S'il y a des violations qui sont reprochées à l'administration, les citoyens sont libres de saisir la CNDH, suivant les modalités qu'on a invoquées tout à l'heure dans la salle. Mais comme on l'a dit, la CNDH ne se substitue pas à la justice. La CNDH ne se substitue pas aux autres organes de recours. Par exemple, si les contestations sont relatives à l'élection elle-même, l'organe de recours qui a été prévu par la loi, c'est la Cour constitutionnelle. Donc ça, ce n'est pas la responsabilité de la CNDH. Ce qui concerne la CNDH, essentiellement, c'est la violation des droits de l'homme. Lorsque ces élections-là vont déboucher sur des violations des droits de l'homme, et si ces reproches-là sont adressés à l'administration, on peut être saisi et nous allons faire l'essentiel pour commencer par mettre fin à ces violations-là et faire en sorte après que s'il y a lieu à faire des réparations, que cela puisse être fait. Maître Sanvi Ouini, vous l'avez tous écouté. Alors, juste un mot, on nous parle de la liberté publique en période électorale, mais on dit toujours que des libertés, comme nous l'avons dans la Constitution ou dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont des limites. Oui, j'avoue que je partage parfaitement ce que Maître a dit tout à l'heure, mais je pense que avant de parler de la liberté d'expression, la liberté de vote, la liberté de conscience, la liberté d'aller et venir, je pense qu'il y a un travail en amont et qui incombe à cette institution, la Commission nationale des droits de l'homme. Et malheureusement, le constat qui est fait aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans une période pré-électorale et lorsque vous observez l'atmosphère au plan social et politique, et je pense que cette commission a l'obligation de tirer déjà sur la sonnette. Parce qu'il y a... Il n'y a encore aucune violence, à ce que je sache. Non, il ne faut pas attendre qu'il y ait violence d'abord. Et c'est pourquoi elle a commencé la sensibilisation. Voilà, c'est ce qu'elle nous a dit. Voilà. Il faut commencer par sensibiliser, non seulement au niveau de la masse, mais au niveau également des autorités. Parce que la plupart du temps, lorsque nous nous retrouvons dans de pareilles situations, c'est parce qu'en amont, le travail n'a pas été fait. Faire ce travail suppose également qu'il faut aller vers les institutions qui sont en charge de l'organisation des élections.
faire en sorte que les élections soient organisées de façon claire, limpide et transparente. Et comme ailleurs, moi j'ai vécu 3 mois pratiquement au Bénin en 2016 avant la présidentielle. Et la période électorale, c'est la fête. La période électorale, c'est la fête. Pareil également au Ghana, j'étais à Koumassi, la période électorale, c'est la fête. Malheureusement, chez nous, lorsqu'on parle de la présidentielle surtout, donc on va revenir là-dessus, c'est le premier sujet. Voilà, donc c'est pour dire tout simplement que la commission électorale, comme on l'appelle la commission nationale des droits de l'homme, a commencé un travail qui est louable, mais au même moment, cette commission a l'obligation maintenant de revoir sa copie, parce que dans les dernières périodes, on ne l'a pas senti. Lorsqu'il y a eu violation des droits de l'homme, on ne l'a pas senti en tant que tel. En tout temps, lorsqu'il y a eu une sorte de privation de liberté publique, elle s'est auto-saisie après que beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme aient crié. Donc, voilà, et même la communauté internationale par la voix des Nations Unies, voilà, qui a demandé même de revoir la relecture de cette loi sur les manifestations publiques. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas senti cette commission nationale des droits de l'homme sur la question. Moi, je pense qu'il faut aller en amont faire un travail de fond et revenir maintenant sensibiliser les populations. Je pense que lorsque les choses seront organisées et dans la mesure possible, avec beaucoup de transparence, il ne va pas y avoir de violence. D'accord. Et ce qui est encore intéressant, c'est que ce soit un fils de Lac, un fils d'Anéro qui ait conduit cette délégation de la CNDH, et Maître Sanviorini, que Yves sûrement doit connaître. Il est en même temps le président de la commission de lutte contre la torture au sein de la CNDH. Oui, c'est très bien, mais nous devons tout d'abord les féliciter. Et comme tout le monde le dit, les gens disent toujours que c'est en période préélectorale que ces organisations essaient de sortir et de duquer. Nous avons posé la question hier. La CNDH nous dit qu'elle est toujours présente sur le terrain, elle intervient, c'est qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit. Ah mais, à la bonne heure, mais c'est ce que nous constatons. Ils ne communiquent pas souvent au niveau de leur QG, mais nous savions que c'est ces derniers temps que nous avons vu dans la société civile les organisations de la non-violence et autres là. Bien sûr que c'est bien beau, mais il faudrait commencer ces choses en amont, surtout au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile, s'il faut le dire, sensibiliser, même avant, pendant et après les élections. Mais nous constatons que c'est lors des élections, parce que nous sommes dans la fièvre des élections, que ces associations... Parlant de liberté publique, sur certaines questions, j'avoue que même hier, Maître Sanvi était un peu, disons, perplexe quand quelqu'un a posé la question. Alors, la loi Bodiona dit que si vous voulez organiser une manifestation, c'est une déclaration, ce n'est pas une autorisation. Vous faites la déclaration que vous remettez au préfet dans le délai. Maintenant, le préfet ou le maire, au lieu de vous dire à 72 heures, la loi dit à 72 heures, vous avez la réponse du non ou du oui. Voilà. Mais on attend la veille, même le ministre de l'administration territoriale le fait. On attend la veille pour dire non à la personne. Alors que quand on vous dit non, c'est normal. Vous devez donc maintenant aller devant le juge administratif pour contester le non. Il se trouve qu'on vous dit ça la veille. Vous ne pouvez plus contester quoi que ce soit pour que le lendemain, le juge d'instruction et d'administration vous donne le droit. Vous saviez, c'est tout cela. Les gens nous disent toujours, et puis nous constatons que ces lois sont taillées sur mesure. Et ces lois aussi sont taillées selon les villes et comment les contrer. Par exemple... La loi, elle est nationale. Non, parce que nous savions qu'il y a des partis politiques, lorsqu'ils veulent organiser au niveau d'Aného, ça se passe très bien. Au niveau de Vaughan, ça se passe très bien. Je ne peux pas citer toutes les villes, mais au niveau de Kara particulièrement, il y a problème. Depuis un certain moment, au niveau de Paranta ou de Sokodé, il y a problème. Les gens informent les préfets, mais les préfets n'entendent pas avant d'étouffer, ou bien certaines personnes dans les regroupements, dans des maisons, ou bien au sein de leur siège, ben, ils sont étouffés. Et c'est ça ce qui fait entorse à la loi. Voilà. Parce que notre loi au Togo, ça devait être pour tous les Togolais, mais particulièrement, il y a certaines personnes, il y a certaines villes que ces lois ne fonctionnent pas. Il faudrait que la CNDH et autres là essaient d'approcher ces villes-là. C'est là il y a problème. Il faudrait qu'ils sensibilisent ceux qui sont là-bas et les préfets, les autorités de là,
avant qu'ils ne viennent là où il n'y a pas de problème. La CNDH a également dit que si quelqu'un venait avoir ses droits violés, vous savez, c'est l'État qui viole la loi. Quand on parle de violation des droits de l'homme, c'est l'État. Donc, il faut que les auditeurs le sachent. Si Yves a piétiné sur mes droits, donc on dira il a abusé. Voilà. Mais quand c'est l'État, ou bien un émissaire de l'État, une autorité de l'État, c'est pourquoi quand un policier frappe un civil méchamment, on dit qu'on a violé la loi parce qu'il a porté la tenue de l'État. Il représente l'État. C'est pareil pour un ministre, quelqu'un qui est dans sa fonction d'État et qui viole la loi. On parle de violation. Donc, monsieur Sanvi nous disait, maître Sanvi nous disait hier que si au Togo, quelqu'un venait avoir ses lois et ses droits violés, on peut toujours se plaindre. Donc, il a dit dans son intervention tout à l'heure, se plaindre à la CNDH. La CNDH n'est pas seulement à Lomé, mais à l'intérieur du pays, faut-il le rappeler. Ils ont donc 5 antennes au Togo. Et l'antenne de Dabon, l'antenne de Kara, l'antenne de Sokone, l'antenne d'Atapamé et l'antenne de Palimé. Ils ont estimé que la région des plateaux est une vaste région et qu'on a voulu scinder cette région en 2 parties. Alors, on va parler, Yves, question avec toi rapidement, parce qu'on devait parler d'abord de l'écho de nos communes. On devait parler de l'écho de nos communes. C'est notre premier sujet. Et nous avons créé cette rubrique pour parler de nos communes. Et à Anéro, il se trouve que le 10 janvier, tu faisais partie de la délégation de l'Arc 1 qui était à Cotonou, à Calavi, et pour vivre la fête du Vaudou là-bas. En 2 minutes, dis-nous comment ça s'est passé. Tout d'abord, je remercie le maire de la ville d'Anéro. Je n'étais pas dans la délégation. C'est Jeff qui était dans la délégation. D'accord. Moi, j'étais dans une autre délégation conduite par le président d'Acclimat, d'association Acclimat. Mais c'est toujours à Calavi? Non, c'est Adjako, Cotonou. D'accord. Mais Calavi, c'est Jeff qui était là-dedans. Okay. Mais il m'a conté que ça s'est bien passé. Je crois que les prêtres traditionnels d'Anéro, 5 prêtres, faisaient partie de la délégation. De la délégation de la mairie, et ça s'est bien passé au niveau. C'était dans la délégation officielle et ils ont été reçus par le maire de Calavi. Vous savez, 10 janvier, c'est la fête. L'authenticité africaine, ça se fait sentir au niveau du Bénin, mais par contre, au niveau du Togo, ça ne se fait pas sentir. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes que nous connaissons, Saint-Sylvestre, Noël, Épiphanie, tout ça là, mais la Toussaint, Tabaski, Pâques et autres là, mais nous qui sommes des Africains, nous n'avons pas nos fêtes à nous et ces chemins payés au niveau de l'Afrique, mais les Africains n'ont pas leur authenticité au niveau de la fête. Ça veut dire que tu fais déjà une déliance, hein? Voilà. Mais au niveau de Cotonou, j'étais au niveau de Diaco. De toute façon, c'était le 10. C'était le 10, ça s'est bien passé. Et puis, j'ai vu que la tradition au Bénin est devenue quelque chose de très attrayant. Et l'État, au niveau du Bénin, essaie toujours de financer, s'il faut le dire, et d'encourager le tourisme à travers la religion ancestrale. Et ça s'est bien passé. Tous ceux qui sont au niveau du diaspora, tous ceux qui sont au Bénin et ceux qui sont curieux sont venus. Et au niveau de Diaco, on a vu beaucoup de vaudoucis, s'il faut le dire, et des prêtres traditionnels. C'était beau. C'est l'Afrique qui s'est manifestée. Et ma foi, il faudrait que ces genres de fêtes, toute l'Afrique essaie de maintenir au niveau d'Addis Abeba pour qu'au moins une journée appartienne à l'Afrique, pour que l'histoire nous dise que nous aussi, nous avons eu la chance. Qu'en fait, à part les musulmans et les chrétiens, les Africains ont leur journée. Et ça serait comme vous l'avez toujours dit dans votre émission culture, rythme culture de chez nous. La tradition, ce n'est pas du vaudou, ce n'est pas pour tuer. Ce n'est pas Satan. D'accord. Ce n'est pas Satan. Merci beaucoup. On va souhaiter la bienvenue à notre confrère Ernest Rodonou Saï qu'on avait déjà annoncé. Bonsoir. Bonsoir Tony. Bonsoir aux confrères autour de la table. Bonsoir Tony. Bonsoir à tous les confrères autour de la table. Je dis bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Pas facile de tenir le volant, on sait que tu es un peu épuisé, tu reprends de l'énergie, mais curieusement, je te donne la deuxième question de ce sommaire. Il s'agit de cette sorte de psychose, une conjoncture financière d'abord, couplée d'une psychose.
que l'on constate en ce moment dans le pays. Quand vous allez même à Lomé, vous êtes à Nero, on dit il y a élection. Et beaucoup ne veulent pas sortir de l'argent pour acheter quoi que ce soit. On tente d'épargner de l'argent. Certains disent on ne sait pas le lendemain. Pire encore, Yves et moi, on a constaté ce matin, et je crois que c'est pareil pour toute la population, des hélicoptères militaires qui surplombent la ville, qui font des va-et-vient, et juste pour encore accentuer cette psychose. Et là, on ne comprend pas. Est-ce que vous, quand même, dans votre secteur là-bas, avant d'arriver ici, tu as constaté ça aussi, une psychose, une sorte de rétention de dépenses? Bon, Tony, excuse-moi. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu constates que l'argent ne circule pas au Togo? Non, ça c'est un faux fuyant. Dire que c'est parce qu'on est à l'approche des élections. Le Togo, depuis un certain temps, vous avez suivi à maintes reprises ici des conférences, débats animés par de grands économistes. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas parce que c'est bien vrai, l'approche des élections a exacerbé cette crise. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Un pays dans lequel la dette publique est au-dessus du PIB, comment vous voulez que ça puisse fonctionner? C'est pas possible. En tout cas, je suis bien placé pour te le dire. Donc, c'est pas seulement cette élection que l'on annonce qui est à la base. Bon, je ne sais pas si toi, avant les élections, tu avais un niveau d'achat. C'est que on s'est rendu compte que ça s'est accentué. Oui, c'est ce que je dis. Mais si cela s'est exacerbé à l'approche des élections, d'accord. Mais il ne faut pas oublier que nous sortons des fêtes de fin d'année. Nous sortons également des fêtes de fin d'année et que les activités peinent à reprendre. Beaucoup jusqu'alors n'ont pas encore ouvert leur boutique. Tout ça là, ça traîne. Sans oublier que certaines entreprises même ont été fermées par imposition. Les fiscs. Voilà, c'est ça. Donc, faut pas, c'est pas parce qu'il y a ça. Bon, SKSA dit qu'après les élections, ça marchera. Oui, ainsi. Donc, il n'y a pas. Il faut dire que ça, sur tous les plans, au Togo, rien ne marche. Et surtout sur le plan économique, ça a été dit, ça a été annoncé, on a été averti à maintes reprises par des économistes patentés. Ils nous avaient dit que si nous prenons garde d'ici 1-2 ans, et ça, c'était en 2015-2016 qu'on faisait ces conférences. Monsieur Communauté, il en a fait à maintes reprises, même l'année passée. Donc, il ne faut pas dire que c'est parce qu'il y a bien sûr les élections en ont pour leur cause également, mais ce n'est pas quand même la raison principale, en tout cas selon moi. Donc, ça veut dire que nous avons dit être un peu psychologue cet après-midi, cher confrère Rodonous Saï, ce n'est pas à cause des élections que nous devons rester tristes, nous devons être togolais et aller voter au moment venu. Effectivement, nous l'avons toujours dit, quand on parle d'élections dans les autres pays, je ne vais pas aller loin. Tout à l'heure, Justin l'a dit. Je ne vais pas aller loin. Okay. Au Bénin, c'était la fête. À l'est, à l'ouest comme au nord du Togo. Même au Burkina, même lorsque c'est parce qu'ils sortaient de choses, d'une crise, il fallait voir comment les élections s'étaient déroulées là-bas en 2015. Mais chez nous ici, quand on parle d'élections, c'est la psychose. On dirait que c'est la troisième guerre mondiale qui s'annonce. Et on dirait que c'est une troisième guerre mondiale qu'on annonce. Et vous allez voir partout. Tout d'abord, on crée cette psychose-là en mettant à chaque coin de rue des militaires. Ce n'est pas des agents de sécurité, hein. Ce n'est pas les forces de sécurité ou bien de l'ordre. Actuellement, quand il y a des militaires postés, il y a un grand sommet qui va avoir lieu à Lomé. Écoute, qu'est-ce que tu appelles pas sommet? Est-ce que c'est seulement Togo qu'on organise des sommets? C'est pas seulement Togo qu'on organise des sommets, on organise des sommets partout. Et d'ailleurs, les sommets du Togo, ça apporte quoi? Il y a de cela quelques années, c'était autour de cette table-là. Certains ont failli nous avaler. On parlait de sommets maritimes, quoi. Que ça a donné quel résultat aujourd'hui? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, parmi tous ces pays-là, seul le Togo a eu à ratifier son propre sommet. Tous les autres, parce que ce n'est pas une nécessité pour les autres, ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas seulement au Togo qu'on organise des sommets. On organise des sommets partout. Alors, est-ce à cause de ça qu'on va planter à chaque 5 mètres des militaires sortis des casernes? Dans les autres pays, quand vous voyez des militaires sortis, là, il faut savoir que ça urge. D'accord. Merci. Alors, nous avons un homme politique. Donc, tout ça là crée également la psychose au sein de la population. On essaie on émet la terreur. Hein, on essaie de créer une sorte de terreur au sein de la population pour nous terroriser et nous... Bon, je ne sais pas si on va nous amener encore martyr. D'accord. J'ai un invité politique, nous l'appelons habituellement Faux-Jean, Douadi Yao. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes politicien, et vous êtes de la Fédération de l'Union des Forces de Changement, UFC de Gilles-Christ ici dans les lacs. Oui. Est-ce que vous également, vous constatez qu'il y a une sorte de méfiance, une sorte de psychose dans la ville, à Anéro, un peu partout dans les lacs, pendant que nous sommes en train d'approcher progressivement cette élection du 22 février. Oui, mais ce que moi, je peux dire à mon propos, c'est que
Et ces psychoses, c'est la sécurité, c'est la sécurisation du pays, même le Togo, parce que les djihadistes ont déjà annoncé. Il est dit même aussi qu'ils sont à peu près à 24 km de nous, depuis le Burkina Faso. Donc ils viennent des fois au nord, à ces cancers-là, pour venir faire leur manière, puis repartir. Donc là, fait que la sécurité, le chef de l'État a décrété cela, pour qu'il faut sécuriser notre territoire, afin que ces choses se présentent. À leur présence, on saura ce qu'on peut les faire pour les repousser. D'accord. Alors, Justin voudrait réagir. Oui, par rapport à cette situation de psychose. Et quand moi j'analyse, j'ai l'impression que... J'ai parlé d'une psychose d'abord, psychologique, psychose, mais également une sorte de rétention financière. L'argent ne circule pas, les gens ne veulent pas sortir l'argent, les gens disent l'argent manque. La rétention financière, c'est parce que le pays est en crise. À un moment donné, les autorités publiques ont refusé de reconnaître que notre pays est en crise. Mais à un moment donné, l'ancien Premier ministre Aoumé Zounou l'a reconnu. Qu'effectivement, le pays est en crise. D'abord, dans un premier temps, il avait nié, mais il a reconnu par après que le pays est véritablement en crise. Et quand vous interrogez l'actuel Premier ministre... On s'était plaint il y a quelques mois dans cette émission qu'il y avait du pécunier même qui ne circulait pas. Voilà. Donc le pays est en crise. Il faut avoir l'honnêteté de... Mais l'homme politique estime que c'est à cause des djihadistes également. De la reconnaître. Maintenant, par rapport à ce que l'on observe, la psychose qui est là aujourd'hui, quand vous remontez en début de, je ne sais pas, c'est décembre, où on parlait de ces hommes qui ont eu le culot ou l'autocudance de prendre des couteaux et machettes pour aller arracher des armes chez les militaires. Et ça a posé tellement de problèmes, des analyses, des diagnostics. Je pense que pas de ce moment-là, donc on a trouvé l'occasion maintenant de militariser le pays. Maintenant, par rapport à la situation du fait que les djihadistes ont annoncé qu'ils vont attaquer le Togo, moi je l'ai lu, ça fait des années, lorsque j'étais à la radio, les gens savaient plus de 7 ans, plus de 10 ans. Moi je l'ai lu. Mais le Togo n'a jamais été inquiété. Parce que nous créons nos propres djihadistes. On est d'accord. Mais néanmoins, on a connu des situations, entre guillemets, pires que lorsque les djihadistes allaient nous attaquer. On a vu la situation dans laquelle s'est retrouvées les populations de Bafilo, les populations de Sokolé, les populations de Baratao, ainsi de suite, même à Agoué, dans les dernières périodes, vous avez vu. Maintenant, si aujourd'hui on nous annonce, c'est parce que, à cause des djihadistes, qu'on positionne des militaires un peu partout dans la ville, c'est à cause du sommet. J'ose croire. Mais j'avoue également que si véritablement les djihadistes pensent nous attaquer, ce que moi je vois là dans la ville de l'homme un peu partout, les militaires, ça ne les inquiète pas. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas peur de leur mort. Je dis d'habitude que quand tu as affaire avec quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, ça veut dire que vous avez affaire avec des hommes. C'est comme ça le problème des djihadistes. Mais contrairement à ce que moi, l'analyse que moi je fais, c'est par rapport à l'élection qui s'annonce. Parce que les gens se disent que nous allons passer par tous les moyens pour arracher le 4e mandat. Et quel que soit le prix à payer. Sauf qu'on ne le dit pas. Mais quand vous voyez les circonstances dans lesquelles s'organisent les élections aujourd'hui, je venais d'assister à la conférence de presse organisée par les forces vives tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Qui annonce déjà des manifestations. Vous allez voir qu'aujourd'hui, rien ne se prête à l'organisation d'une élection claire. Et dans la précipitation, vous allez comprendre également que la CENI a annoncé les journées, les JO, les journées portes ouvertes en plein processus. Voilà, en plein. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Ce sont là des éléments qui amènent à la réflexion quand même. Parlons un peu de cette psychose-là. Est-ce que cette psychose n'est pas un peu accentuée par cette manière de dire qu'on est en train de sécuriser le pays avec un hélicoptère militaire tout peint en militaire qui circule au-dessus de Degbenou, Pota, Nekranton, de toute la ville et de Zaliv et tout ça? Le n'est pas épargné. Non, mais tout d'abord, c'est pas d'habitude qu'on voit ces gens d'engins volants et surtout militarisés à Ného ici. Lors des élections, je ne crois pas qu'on a annoncé le Togo. Le Togo n'est pas en guerre. Donc, on a constaté ces derniers temps. Mais je crois que c'est une sorte de prévention aussi. Pour dire tout simplement que s'il y a des djihadistes quelque part, l'histoire du Togo a fait de sorte que les gens ont peur. C'est la psychose totale. Lorsque les militaires sortent comme ça, c'est comme s'il y a quelque chose qui est derrière ou bien anguille sous roche. Parce que la population a l'information qu'il y a des djihadistes. Ça fait belle lurette. On est habitué à certains édifices de la ville. Et comment est-ce que vous allez rentrer au niveau de certains services et autres là? On a sécurisé ces services-là. Mais la population est devenue gendarme. Et pour tout le monde est vigilant.
Même il y a des comités de vigilance qui ont été montés dans tous les quartiers d'ici à Lomé. Mais de surcroît, nous savons qu'actuellement, nous avons des élections. Nous sommes en période électorale. Et chaque fois, il y a des patrouilles nocturnes. On avait constaté cela, et ça fait de cela 3 mois. Et toutefois, nous savions que nous sommes dans la ville d'Aného. À 20h, à 22h, 23h, les gens peuvent circuler. Nous sommes à côté de la douane ici, mais il y a beaucoup d'arrestations. Il y a des bastonnades. Les gens ont constaté cela, c'est à Aného ici. C'est la réalité. Mais ce que nous constatons ces derniers temps, nos frères qui sont à Lomé, d'ici à Aného, ils vont dans leur maison, peut-être à Goye ou autre là, badigeonner et dire, lors des élections, nous allons ramasser nos familles pour aller là-bas. Nous connaissons des familles qui font les allers-retours maintenant d'Agoye à Lomé. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui est contraire aux habitudes que nous avions. Oui, mais c'est l'analyse du journaliste. Mais je crois que, comme journalistes, nous sommes également des leaders d'opinion, comme je le disais. Nous avons pour mission également de rappeler à la population qu'elle peut vaquer librement à ses occupations. Certes, nous ne sommes pas des autorités, mais il n'y aura rien de toute façon. Ces militaires la sorte pour notre sécurité. Mais la question que vous posez là, elle est pertinente. Au sens que il revient au gouverneur de communiquer. Si nous sommes dans un pays sérieux, peut-être que le Parlement allait inviter le ministre de la Sécurité ou le ministre de la Défense. De la Défense. Oui. Parce que là, c'est la sortie des militaires. Ça remonte dans le domaine de la Défense. Parce que c'est le chef de l'État lui-même qui est le ministre de la Défense. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et que tout le pays est militarisé. Parce que d'un seul coup. Je me rappelle, ça fait 2 ans où on a fait des opérations de simulacre au niveau de l'hôtel de février. Comme quoi, les djihadistes seront là, vous allez les traquer et tout. Ça s'est également passé au niveau de l'hôtel Sarakawa. Et c'est pour dire que les forces de sécurité sont tellement aguerries. Maintenant, d'un seul coup, c'est parce que nous sommes à l'approche des élections, le pays est militarisé. Mais ça rappelle les mauvais souvenirs aux populations dans les années 2005. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand même important, moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, un régime qui est décrié de telle façon, qui a fait plus de 58 ans, le papa plus de 38 ans, et le fils qui persiste à aller au-delà de 4e mandat, et que ce régime qui a décrié les manifestations dans les dernières périodes, dans les années 2017, récemment vous avez vu, mais Justin, les gens veulent le départ. Attends, laissez-moi terminer. Il faut protéger la population. Laissez-moi terminer. Et que dans ces conditions, on veut passer par tous les moyens et on annonce à la population un coup KO. Mais ça va se passer comment? Par quelle magie? Et dans ces conditions-là, on positionne les militaires partout. Vous voulez que les populations réfléchissent comment? Non, si les Togolais ne veulent pas d'un coup KO Enes Rodanoussaï, d'abord, ces militaires sortent pour nous protéger. Ces gendarmes et policiers sortent pour nous protéger. Mais si l'on ne veut pas d'un coup KO, il faut sortir et aller voter. Le débat n'est pas encore là. Tony, s'il te plaît. Est-ce que c'est parce que les djihadistes sont là qu'on va passer les gens Bafilo? Est-ce que c'est parce que les djihadistes sont là qu'on passe les gens sur Corée? Cette histoire des djihadistes là, ceux qui se partagent le pouvoir l'ont inventé pour se maintenir. Moi, je ne cesserai jamais de le dire. Ceux qui se partagent aujourd'hui le pouvoir au Togo ont créé cette histoire de djihadistes pour se maintenir au pouvoir. Et d'ailleurs, je m'avais vous le dire, quand on a créé cette histoire de sécurité maritime, tout ça, on croyait avoir le soutien des États-Unis, tout ça là. Ça ne leur rien dit parce que les États-Unis, même depuis Washington, ils savent où se trouvent c'est-à-dire que là où on peut les attaquer. Ils connaissent là où il y a les gîtes de djihadistes, tout ça, pour pouvoir les attaquer. Ils le savent. Vous, ce que vous faites ici, là, ils s'en foutent pas mal. Mais si vous-même, vous voulez demeurer, vous éternisez au pouvoir, vous inventez de n'importe quoi, c'est votre problème. Maintenant, on va sortir les militaires. Je voudrais abonder dans le même sens que Justin. Dans un pays normal, Yves a la licence de... D'accord, si tu me le permets, Yves. Dans un pays normal, comme il a dit, le Parlement devait interpeller le gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe et qu'on voit partout des militaires qui devaient être dans les casernes? Mais vous parlez de... Ça fait plus de 4-5 ans qu'on parle de cette histoire de djihadistes. Est-ce que c'est pour ça? Parce qu'on a fait tout, on a tout fait pour avoir le sentiment, la compassion de la communauté internationale, pour se maintenir. Ça n'a pas marché. Nous-mêmes, nous inventons tout. Mais c'est ça l'histoire. Quand même, reconnaissons que... Reconnaissons que... L'autre fois, il y en a qui ont dit, il y en a de ces militaires qui ont dit, vous voulez, si vous sortez, on va vous mater. Alors, est-ce que c'est des djihadistes qui sont les Togolais qui sont manifestés? D'accord. On a compris, merci beaucoup. Alors, Yves Akesson, quand même, ces gens, ils sortent pour nous protéger. Bien ça sûr. Rassure la population. Moi, j'étais tellement fier de nos militaires lorsqu'ils sortent pour nous protéger. Je défendais leur position
À la dernière minute, on a vu ces militaires, les hauts gradés, sont partis vers le chef de l'État en pleine élection, soutenir le chef de l'État contre qui? Les gens me demandent cela, je n'arrive plus à répondre. C'est là le mal. C'est comme les djihadistes. Non, mais c'est là le mal. C'est là le mal. Moi, je défends toujours la sécurité de mon pays et tout. Tout ce qui se passe, moi, je trouve ça très génial parce que notre pays devait être sécurisé. Mais je défends la position. Puisque nous sommes en train de... Mais à la dernière minute, Yves. eh ben, on a vu ça dans les presses à la télévision que Oh. les hauts gradés disent que nous soutenons le président contre qui? C'est là le problème. Les gens m'ont demandé, je dis, cette fois-ci, vous avez raison de faire vos spéculations parce que la défense ne communique pas. La sécurité Vous savez ne que c'est communique pas la grande muette, non? au niveau. Vous le savez Mais depuis. cette fois-ci, on a vu les Non, hauts au gradés Togo, de c'est pas l'armée muet, hein. communiquer et dire nous soutenons Au Togo, le chef c'est de pas l'État. mieux, on manifeste, on applaudit, même le chef de On l'État applaudit. passe. Le chef Les de militaires l'État. applaudissent le chef de l'État quand il passe. Pas tous à la fois, s'il vous Oui, plaît. le Alors, chef de l'État a été ovationné Justin, lors de s'il te son plaît. Non. investiture. La Pas fois des militaires. Pas les militaires, Oui, attention. s'il te- pas Mais des c'est fondamental militaires. ce qu'on dit. C'est On ce se qu'on- calme. Oui, s'il te on se plaît. calme, mais Justin, c'est s'il te fondamental plaît, ce tu qu'on n'as dit. pas la parole, Justin. Au Togo, c'est pas Alors, muet. Rodano, s'il te plaît. Maintenant, je vais me tourner vers Rodano parce que nous avons la chance de t'avoir aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose dans la région des plateaux. Et il se trouve que, puisqu'on parle sécurité, je voudrais donc agencer en même temps, avant de parler du cabinet Delta, parler de cette sécurité, de cette insécurité qui est née à Tchakwala, Kopé, je crois bien, si j'ai bien Dans prononcé, dans la préfecture d'Anié, où un peul sédentaire qui est un bouvier d'un richissime togolais. Donc, il a tout simplement conduit son troupeau de bœufs dans le champ d'un voisin, d'un habitant de Tchakwala, Kopé, et les bœufs sont allés détruire tout le champ de la personne. Fâché, la personne s'est attaquée au peul avec ses amis. Bon, la population était là-bas. Moi, j'interprète exactement ce que le communiqué du gouvernement, par le truchement du ministre de la Sécurité, général Yak Damram, a dit sur la télévision nationale lundi. Les faits se passaient dimanche. Donc, dans ce communiqué, le ministre Yak disait que le monsieur a voulu se faire justice avec ses amis. Ils ont commencé par violenter le peul. Et le propriétaire, le patron du peul, est allé se plaindre à la gendarmerie. Ils ont convoqué le propriétaire de ce champ. Le propriétaire dit non, vous ne pouvez pas venir gâcher tout ce que moi j'ai pour vivre et vous allez me convoquer. En principe, il devait répondre à la convocation. Il n'est pas allé. On envoie 2 gendarmes pour venir le chercher. La population s'est interposée. Les gendarmes sont repartis. Selon le communiqué, ils ont été molestés, on a déchiré leur treillis, etc. Ensuite, ils ont fait appel à la compagnie de gendarmerie d'Anié qui sont revenus en grand nombre. Et c'est dans les tirs de sommation qu'un paysan aurait donc pris une balle et a succombé à la suite de ses blessures. Tir de sommation. Tir de sommation. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Et ça a tué. Donc, on a l'impression qu'à chaque fois dans notre pays, les tirs de sommation qui vont à l'air tuent toujours. Alors, pourquoi est-ce que, non, la question que les gens se posent, pourquoi est-ce qu'en pleine période électorale, les gendarmes qui ont été bien formés au Togo ne puissent pas aller maintenir l'ordre pour que les gens puissent vivre? Et une fois leur arrivée, on dénombre des morts. Ça, c'est un. De deux, le ministre quand même appelle la population que chacun ne doit pas se faire justice. Vous avez des échos de la région des plateaux d'Anié, Kopé, et selon les informations et le communiqué du ministre, il y a les populations de Kuala Koko qui sont venues également aider leurs frères de Tchakwala Kopé pour vraiment mater le peuple et ses amis. Tony, je crois que je me réjouis que tu aies pu dire que tu te bases sur le communiqué du gouvernement. Oui. On nous a appris on nous a dit dans ce pays que des militaires ont été égorgés. On n'a jamais vu le corps. Et que des militaires ont été tués par-ci par-là. Et tu sais, peut-être c'est la face visible de l'iceberg. C'est le cas. C'est un cas parmi des cas. Tout à l'heure, tu venais de dire que même des populations de Parakoko sont venues aider leurs frères de Tchakwala Kopé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est monnaie courante, cette dévastation des cultures par comment appelle-t-on? Nos frères Peul. Par les bœufs conduits par nos frères Peul. Il y en a partout. Même dans le Yoto, même dans les lacs ici. Chez moi, à Glé, tous les jours, c'est au quotidien. c'est tout un champ de haricots qui a été dévasté par ces bœufs-là. Et comme tu l'as dit, c'est des hauts gradés de ce pays qui ont ces bœufs que maintiennent ces peuls-là. Alors je me dis, comme tu as posé la question,
comment se fait-il que par des sites de formation puissent tuer encore? On dirait que les populations deviennent parfois des oiseaux qui volent en l'air et que quand on tire en l'air, ça va la tuer. Mais moi, je ne peux pas comprendre ça. Tony, c'est ça la réalité du Togo. C'est pourquoi je dis, quand tu parlais tout à l'heure de psychose là, tout ça là rentre dedans parce que nous là, population togolaise, quand vous n'êtes pas habillés, vous êtes comme des animaux qu'on peut abattre à tout moment. Personne ne broncherait. Mais les populations civiles ont attaqué également les hommes habillés. C'est bien vrai je ne suis pas d'accord pour la vindicte populaire. Non, que des gens se fassent justice. Non, je ne peux pas cautionner cela. Mais je dis, il y a une relation de cause à effet. Il y a une relation de cause à effet. Peut-être que le gars là aurait déjà porté plainte plusieurs fois et qu'il n'a pas eu gain de cause. Il n'a pas eu de suite favorable. Peut-être qu'il allait porter cette histoire-là. Il ne serait même pas le premier. Peut-être le dernier, le second allait porter plainte. Mais si vous, autorité, vous ne prenez pas les dispositions qu'il faut dans des cas pareils, vous voulez que la population fasse quoi? Mais c'est ça la réalité. Merci beaucoup pour partout, ces interrogations. Moi, tu sais, ces derniers temps, nous sommes qu'aujourd'hui au 15 janvier, 15e jour de l'année. Mais j'ai déjà fait presque plus de 3 ou 4 voyages dans les plateaux. Les plateaux, oui. C'est ça ce qui se passe. Surtout que nous sommes en période de feu de brousse, il n'y a plus d'herbe pour... Donc c'est les champs que ces bœufs-là vont dévaster. C'est pas normal. Dans mon village, vous vous rappelez, j'étais venu avec une interview comme ça ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 ans. Dans mon village, il y a un bouvier également qui passait comme ça, ce peu-là, qui est allé carrément dans le champ d'un parent et qui avait son grenier de maïs. Lui, il est carrément allé décoiffer le grenier, déverser le maïs et a donné au bœuf de manger. Oui, à Tadolomé. J'étais venu avec une interview là-dessus comme ça. Et en ce moment, vous allez voir, les populations également se sont révoltées. Et on ne doit pas se faire justice malheureusement. Ils sont allés, ils ont d'abord cherché à tuer le peul qui a disparu mystiquement selon les informations. Beaucoup de têtes de bœuf ont été abattues. Dans le village, tout le monde mangeait la viande de bœuf. Les soldats ont débarqué. C'est comme ça. Si on trouve la viande de bœuf dans ta assiette, dans ta calebasse, c'est la gendarmerie, etc. Voilà. Donc, le problème existe depuis longtemps. Mais on doit toujours prôner la cohésion, donc la pacification, la bonne existence pacifique entre les peuples et nous les autochtones. Yves Akesson. Sinon, c'est très bien, on l'a toujours fait. Nous sommes très pacifiques au Togo. Et je crois que si vous allez au champ, c'est pour... Ça s'est passé au Mali c'est pour cette récolter. Année, en 2019, le Togo. Si vous allez au champ, c'est pour... des gonds, oui. Voilà, c'est pour récolter. Bien. Mais à la dernière minute, vos récoltes ont été bouffées par ces bœufs. Et généralement, dans ces secteurs, il n'y a qu'une saison. Ouais, voilà, conduits par, je crois, ces bœufs-là. Mais vous ne pouvez pas les embrasser, soit disant que vous êtes des pacifistes. Oui, qu'est-ce que vos enfants vont manger après? On ne peut pas non plus chercher à les tuer. Voilà, c'est ça ce qui se passe dans notre pays. Il faudrait toutefois chercher des solutions adéquates à ces genres de situations. Ça se passe, ça fait des années au Togo ici. Pourquoi l'État ne cherche pas des solutions pour pallier à tous ces gens? Est-ce que notre population est protégée? Notre population n'est pas protégée. Donc, on protège les bœufs et les peuls au détriment de de nos citoyens. Nos citoyens qui très pauvres. Voilà, qui mais il y a quelque chose que il y a quelque chose qui a été évoqué dans nos pays. Il faudrait que l'État cherche des solutions. Il y a quelque chose qui a été évoqué dans le communiqué du ministre que Ernest Sailly a repris de façon subtile. Il se trouve que généralement, ce sont les Togolais qui sont les propriétaires de ces bœufs. Eux, ils ne louent que le service des peuls pour conduire ces bœufs-là. Généralement, quand vous voyez les vrais peuls avec leurs vrais bœufs, ils sont souvent dans les brousses. Et ils connaissent toutes les voies de brousse pour pouvoir aller d'un point A à un point B. Ah bon, ils n'ont qu'à aller chercher ceux-là qui sont les propriétaires. Ce n'est pas à moi de le faire, ils ont les renseignements. Parce que tout ce qui se passe au Togo, rapidement, il y a certaines choses qui se passent à d'autres moments. On tient ces personnes, mais s'il y a certaines choses qui se passent, on ne les tient pas. Parce que les bœufs ont des propriétaires qui sont des Togolais, qui ont l'autorité de les convoquer, de les interdire de faire certaines choses. Ou bien réparer les torts que ces bœufs ont fait à ces cultivateurs. C'est ça la vérité. C'est pourquoi il faut aller porter plainte quand on est victime de cela. Justement, on ne va pas revenir là-dessus parce qu'on a tellement parlé. C'est pour tout simplement dire que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Du tout. C'est aberrant d'écouter encore que une telle situation se produit encore dans un milieu et que finalement on dénombre mort d'homme. Je voudrais vous informer, puisque vous et moi sommes des gens qui avons de grandes oreilles. Nous avons un frère, un ami à Agné qui est gendarme, entre griffes, on ne va pas donner son nom. Voilà, il était venu ici entre-temps nous raconter un peu ce qu'ils ont vécu au Mali,
ensuite, puisqu'il est en poste à Agné, nous raconter comment est-ce que là-bas, les Peuls dérangeaient beaucoup les paysans dans la préfecture d'Agné. Et qu'il n'y a pas de semaine où ils ne font pas de descente sur le terrain pour aller calmer ce genre de situation. Et quand je l'apprends en même temps à la télévision nationale, je dis, mais c'est comme je dis que c'est peut-être la face cachée de l'iceberg. C'est pas la première ou la deuxième ou la troisième fois. Et que des gens auraient déjà porté plainte à maintes reprises sans suite favorable. Alors, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est un problème qui ne se passe pas uniquement dans ce milieu. Tout à l'heure, je vous parlais de mon canton, dans la zone d'Aklakoula. Vous allez voir que en pleine journée, ces Peuls-là traînent avec les bœufs, ils causent des dégâts, ils s'en vont. Même sur les routes, quand vous passez, vous êtes obligé de les attendre. Les attendre d'abord avec des dégâts. Pas plus que, je ne sais pas, ça fait environ un an et demi, un Nigérien a trouvé la mort, c'est parce que c'est la mort causée par un bœuf. Au niveau de, je ne sais pas, c'est en allant vers à Kadjadji, je ne sais pas, à Kadjadji, oui, dans la zone là. Et cette information, on en a parlé ici. C'est un problème qui est tellement récurrent. Maintenant, comment faire pour trouver une solution? C'est là le problème. Maintenant, la question que moi je me pose, est-ce que garder ces bœufs qui créent des dégâts et qui détruisent tout ce que les paysans produisent, et que peut-être de protéger les paysans? Je pense qu'à partir de ce moment-là, on a besoin quand même du bétail pour vivre. Hein. On a besoin de viande. Maintenant, il faut créer les conditions de cohabitation. C'est la question que moi je me pose. Oui. Mais il faut comparer. Mais si on n'arrive pas à créer la condition de cohabitation, mais il faut comparer. De quel côté il faut se trouver? C'est ça le problème. Ben, les Peuls ont déjà compris que quand il n'y a pas d'herbe quelque part, il faut changer d'endroit pour aller trouver des herbes que d'aller donc tout simplement dévaster les champs de nos propres il a un mois placé, il est l'homme politique. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, M. Douadi? Ou bien quand l'UFC prendra le pouvoir, ils vont trouver une solution? Non, ce n'est pas ça. Bon, l'essentiel est que je ne vais pas jouer l'avocat du diable. C'est que... question environnementale nous dit que dans nos milieux, il fallait construire des enclos pour les animaux et savoir comment les cadrer. Vous voyez, là, c'est l'erreur au bovier. L'erreur au bovier. Parce que, comme vous l'avez dit déjà, que de cultiver son champ, c'est pour récolter. Parce que nous avons promouvoir de l'agriculture au Togo. Si déjà nos agricultures sont dévastées par des bœufs, déjà nous annonçons la famine. Mais c'est pas facile d'avoir un enclos. Monsieur l'homme politique, c'est pas facile d'avoir un enclos, avoir peut-être 30, 50 têtes de bœufs. Comment vous pouvez les nourrir en pleine période de sécheresse? C'est ça en fait le problème. Et il a dit, Hodonoussaï, c'est en période de sécheresse que cela se pose. Pourquoi ce problème se pose en ce moment? Parce qu'il n'y a pas assez d'air. Mais des têtus également en pleine période d'hivernale également, en pleine saison pluvieuse, lorsqu'il y a des récoltes, par exemple les maïs, les champs de maïs où les plants atteignent déjà 30 cm, etc. Il y a certains bouviers qui sont têtus et qui vont là-bas à la lisière du champ et on broute les cultures. Non, tu sais, ce qu'il a dit, il faut prendre il n'y a pas de vérité dedans. Si vous voulez lever, cherchez les moyens de votre élevage. Mais oui, c'est pas évident. Non, vous vous rappelez, quand vous prenez la route d'Aklakou, il y a une clôture après à Kangandji, ou bien au niveau d'Akangandji, où il y avait des bœufs qu'on parquait là-bas. Est-ce que je ne sais pas si je me rappelle, si c'est à Kangandji ou bien si c'est à Fekondi. Mais en permanence, pour de tels enclos, pour de tels enclos, mais on peut créer. Dites-moi, excusez-moi, les Blancs qui élèvent les bœufs en Occident, eux aussi, leurs bœufs se promènent comme ça. Ils ont un espace très grand. Mais c'est ce que je dis, créez de vos espaces. Pourquoi ne pas créer l'espace? Créez ces espaces-là. Oui. Si vous voulez faire l'élevage des bœufs. Peut-être vous avez 10 hectares et que vous avez clôturé. Voilà. Il y a des herbes un peu de tout. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas obligé. Si c'est pas, vous n'avez pas les moyens, c'est pas les autres, vous n'allez pas vivre dépendre des autres. Allez détruire les autres pour vivre vous. C'est pas possible. Merci pour... je crois que tous ceux qui sont des propriétaires de cette tête de bœuf ont bien compris. Les Peuls également, parce que le problème se pose également avec récurrence dans la commune de Aklakou. Pardon? On sait souvent qui? Non, je vais avoir l'information. Allez, on continue. Attention, Justin, ne me tire pas donc la langue de la bouche.
On va parler politique à présent. Présidentielle du 22 février prochain. 9 candidats finalement. Fort Simna Nyasingbe en pleine pré-campagne. Des ralliements autour d'Agbeyo Mekodio. Mais avant d'en parler, entre-temps, on nous avait annoncé que l'UFC voudrait donc annoncer les consignes de vote, mais malheureusement, ou sinon curieusement, lundi 13 janvier, une date historique dans l'histoire de la famille Olympio, Gilles Christ nous a pratiquement rien dit, n'a pas donné de consignes de vote. Nous vous avons invité, M. Douadi, aux gens. À ce titre-là, vous êtes de la base UFC, vous, Fédération UFC LAC. Finalement, quel a été le message que vous retenez de Gilles Christ Olympio le 13 janvier? Eh oui, bon... Et M. Gilles Christ Olympio, notre président national, lui, c'est le chef de file de l'opposition. Oh, mais ici, le chef de file de l'opposition. Non, j'ajoute du sel à ta sauce. Mais oui, mais c'est quelqu'un de pacifique. Parce que toutes ses actions sont des actions pacifiques. C'est sûr. Et c'est quelqu'un aussi, si vous devez repérer son arrivée au Togo, il n'a rien fait de mal ou bien de bousculer quelqu'un. Tout ce qu'on lui dit, on l'accuse, il les a acceptés. Et il les voit faire. Et il dit toujours... Nous parlons de son message. Attention. Qu'est-ce que vous retenez de son message? Il n'a pas donné de conseil de vote. Là-bas, oui. Je vais venir là. D'accord. Mais il fallait que je me situe de qui il s'agit et ce qu'il est en train de nous dire. Un homme pacifique. On l'accuse à tort. C'est ce que vous avez dit. Hein? Oh, oui, on le dit des choses, pas accusé. On le dit des choses, bon... Si certains croient que c'est accusation. Vous estimez qu'on lui attribue des faits, dont il n'est pas l'auteur, non? Bon, pourtant, il n'est pas l'auteur. Je suis Tony. Tu me tires les langues comme tu l'avais dit la fois passée. Bon, là, c'est quelqu'un qui est pacifique. Sinon, tout ce qui se passe, il ne se mêle dedans. Tout ce qui se passe depuis son arrivée, il ne se mêle dedans. Mais si vous l'avez abordé, mais il sait toujours ce qu'il est en train de dire. Et il vous dit ce qu'il peut dire de correct. Le message... Donc on va simplifier parce qu'on a passé de temps. Oui. Son message, il a été beaucoup plus clair en souhaitant une bonne heureuse année au Togolais et a demandé que la CENI organise une élection transparente, une élection juste, libre. C'est ça, en fait, si on doit résumer son message. Oui. On attendait... Bon, l'essentiel, c'est ça. Qu'est-ce qu'il peut dire plus que ça? Parce qu'il ne veut pas dire qu'aller faire violenter à quelque part, non. Tout le monde doit se patienter et grâce à celui qui est vainqueur, on lui donne son pouvoir. Mais il estime que bientôt il y aura une alternance au Togo et que l'alternance sera pacifique et que en ce moment l'UFC et ses amis sont incompris, mais que demain on comprendra. Vous pensez à ça? Vous croyez? Ah mais c'est sûr, mais ce qu'il a dit n'a pas tort. Moi je le sais comme ça que il est quelqu'un de sage parce que il voit déjà l'aurore. C'est pourquoi il est en train de dire ça, ce qui va se passer, parce qu'il y a quelqu'un qui est cohabitant. Soit politique cohabitante. Parce que si qu'il est venu, tout ce qu'on lui dit, mais il sait où il va être resté. Donc c'est de la même manière qu'il pense que si après l'élection, celui qui a gagné, il ouvre sa porte pour la personne, il va travailler avec tous ses partisans correctement. Aujourd'hui, au sein de l'UFC, vous estimez que vous êtes de l'opposition ou bien vous êtes, puisque vous êtes en alliance avec le pouvoir depuis longtemps? Est-ce qu'il est de l'opposition? Va-t-il appeler pour voter un candidat de l'opposition ou bien va-t-il appeler pour voter un candidat de UNIR et le candidat de UNIR ou carrément il va s'abstenir de donner des consignes de vote? Selon vous, parce que vous êtes du parti. La réponse est déjà donnée que nous sommes le chef de file de l'opposition. Donc, déjà que nous sommes chefs de file de l'opposition... Mais vous n'avez pas un candidat? Non. Attends, nous ne sommes pas un autre parti ou un parti comme un parti UNIR. Donc, si nous sommes un parti UNIR, jamais on ne peut pas nous attribuer le chapeau de chef de file de l'opposition. Voilà, et si vous permettez, je peux poser la question à M. Douadi de savoir. Ça semble un peu paradoxal, si vous voulez. Oui. Un parti de l'opposition au Parlement, et de surcroît qui est le titre du chef de file de l'opposition, il y a une élection présidentielle et le parti ne se présente pas. Vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, je peux vous expliquer. Oui. Mais ce n'est pas qu'il y a manquant, mais c'est que c'est savoir-faire.
Parce que nous sommes déjà... C'est une stratégie. Stratégie. Ah bon. Si nous sommes les chefs de famille, ce n'est pas d'embrasser tout. Ce n'est pas d'embrasser tout. Comment ça fait des tapages? Non, c'est moi qui sera président, c'est moi qui sera ceci. Non. Est-ce que vous confirmez... C'est de le laisser. Comme nous sommes des chefs. Voilà. Est-ce que vous confirmez il faut laisser l'opposition formation jouer politique, sa partition. C'est à sa partition que nous tirerons ce que nous l'UFC fait. Bon, tout à l'heure, tu disais que le président de l'UFC estime qu'ils ne vont pas aller aux élections et que le candidat vainqueur qui sortira des urnes, eh bien, l'UFC est prêt à lui ouvrir les portes. Donc, vous êtes là, en tant que chef de file d'opposition, vous laissez libre cours aux autres sur le terrain. Allez, débrouillez-vous. Vous qui gagnez, venez me voir. Nous en travaillons avec vous à tout le temps, à tous les coups. Cette stratégie, est-ce que vous estimez qu'elle est responsable? Mais pourquoi ce n'est pas responsable? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On fait la campagne avec les gens. Qui va gagner? Qui sait qui aura gagné? Personne ne le sait pour le moment. C'est Dieu seul qui le sait. Bon, c'est pas une escroquerie politique, vous m'excusez l'expression, puisque déjà en 2017, au moment où la crise était au summum, le chef de file de l'opposition, M. Jécris Olympio, a animé un point de presse à son domicile. J'y étais. Il a conseillé M. Fonia Sigbe de ne plus se présenter pour un quatrième mandat. Et aujourd'hui... Et que lui-même se retirait de la vie politique. Voilà, mais il continue de parler. Tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, c'est un foutu, c'est pas une escroquerie politique. Vous voyez la population qui ne maîtrise pas grand-chose, vous embrouillez les gens. Non. Expliquez-nous. Vous savez, je dis toujours, notre population togolaise lui-même a tort. Si je dis aujourd'hui sur le média que la population togolaise a tort. Ah bon? C'est que d'aller à l'élection, si le peuple togolais veut gagner l'élection, c'est que je dois dire, à retirer le pouvoir, c'est que eux-mêmes doivent aller se voter. C'est la population doit sortir pour aller se voter. Massivement. Mais la population ne sont pas. Mais, je dis, les partisans de UNIR sont massivement pour aller voter. Et voilà leur résultat. Si normalement, la partie politique et opposant sait même que vraiment c'est comme ça que se passe, on ne dira même pas que l'UNI vole. Voilà, peut-être ma dernière préoccupation. Êtes-vous pour l'alternance en 2020 ou êtes-vous au niveau de l'UFC pour le statu quo? Mais c'est l'alternance. Pour l'alternance, bon, pour l'alternance, c'est quelque chose que tout le monde envisage. Mais on ne sait même pas si ça va venir ou pas. Monsieur Douadi, j'en ai terminé moi. Monsieur Douadi, c'est votre question. Le président de l'UFC, Jécris Olympio, nous a dit qu'il était en alliance avec UNI pour leur donner confiance, pour qu'il y ait une alternance douce. L'UFC... Et voilà 10 ans. Voilà, bientôt 10 ans. Il n'y a toujours pas alternance. Mais quand vous écoutez et vous lisez dans les lignes du message de Gilles Christ Olympio, vous comprenez qu'il n'envisage pas même l'alternance en février prochain. Il se déploie encore pour bien longtemps. Je ne vous coupe pas la parole. Vous savez, nous sommes dans un pays dont ceux qui dirigent le pays sont les plus anciens. Il connaît les stratégies de l'élection. Il connaît comment agir. Alors, quel est le bénéfice de cette alliance alors? L'élection. Mais nous sommes les oppositions. Mais ce qu'on doit faire, tout simplement pour arracher ce pouvoir, on n'arrive même pas à le faire. Parce que nous sommes même, il y a des dichotomies entre nous-mêmes. L'opposition. On ne va pas faire assez de débats, sinon on pouvait retourner sur les élections, les résultats des élections de 2003, 98, il fallait 2005, voir toutes ces choses. Etc. Mais si on appelle les gens à venir cohabiter pour pouvoir gagner l'élection, c'est moi qui sera président, c'est moi qui sera président. D'accord, on a compris. Merci pour la position. Nous sommes restés à l'écart pour dire que nous sommes intelligents. Allez faire voir, on va. Merci pour la position de l'UFC qui attend toujours pour que les autres travaillent et ils vont aller en alliance. Bon, enfin, c'est ce que nous avons compris de ton message. C'est au Togo, on peut voir des gens dans un parti politique plus intelligent qu'un peuple, ou bien sur les réseaux sociaux plus intelligents qu'un peuple. Allons-y sur le voie.